les gens, lui, eux autres, les O'Sullivan, se sont installés à Valcartier où ça avait déjà été ouvert. Hein? Oui. Et puis, ils venaient ici bûcher tous les jours jusqu'à ce que, finalement, quand ils ont eu suffisamment de terrain, là, ils ont eu une maison. Alors là, c'est ça aussi, on avait une corvée. Les autres censitaires étaient obligés de fournir 2 à 3 jours de corvée. C'était quoi les journées de corvée? C'est bâtir une maison pour ceux qui viennent de défricher puis d'arriver. C'était ça leur corvée. Hein? Alors, ils apprenaient à se connaître aussi. Et puis, je crois qu'il y avait un grand lien de confiance entre les seigneurs et les censitaires. Parce que les censitaires, il n'y a pas d'argent dans ce temps-là qui circule. Ce sont des échanges de biens. Alors, ils viennent ici, ils apportent leurs grains, et puis le Seigneur, en retour, bien, essaie de leur fournir des légumes. Et puis, ensuite de ça, bien, il avance toujours les semences pour l'année suivante. Alors, pour se payer, évidemment, puis pour entretenir le meunier dont je viens de vous parler, qui est installé avec sa femme dans le moulin, il doit laisser, je pense, je pense que c'est le 10e. Ou le 14e minot, je crois, de sa récolte. Oui. Alors, ça, c'était une des choses. Là, le Seigneur, lui, vis-à-vis de son Seigneur, qui est le gouverneur, qui est au château Saint-Louis. Lui aussi, il a des devoirs. Alors, tous les ans, il va faire ce qui s'appelle l'hommage, foi et dénombrement. Alors, il est censé se mettre un genou en terre. Je ne sais pas s'ils ont continué, mais dans les papiers, on nous dit qu'il met son genou à terre. Et puis, il apporte une maille d'or pour chaque changement de propriétaire. Hein? Lorsqu'il y a un changement de propriétaire, il est obligé de payer parce que c'était comme ça. Comme ça que le roi se paie sur les changements de... Alors, le Seigneur n'a pas le droit de vendre son terrain. Les censitaires ont le droit. Hein? Oui, c'est une location, mais ils ont le droit de le céder à un voisin pour un certain montant d'argent. Puis, oui, mais pas le Seigneur. Le Seigneur, la terre lui a été donnée, donc il n'a plus le droit de la vendre. Ça lui appartient. Alors, si on revient à mon dernier Antoine, qui a bâti tout ça ici, il a une vie intéressante. Alors, il naît à Québec, probablement sur le chemin Saint-Louis, dans une maison qu'on verra dans l'inventaire qu'on fera des biens de Michel après sa mort. La maison est très bien décrite sur le chemin Saint-Louis. Ce serait probablement la maison Kent, qu'on appelle, oui. Alors, parce que c'est une des rares maisons qui a 3 étages à ce moment-là, et puis elle est bien décrite. Alors, c'est son père et Michel, et alors il naît là, il suit ses cours comme pensionnaire au séminaire, puis il fait son cours de droit avec Vallière de Saint-Réal, qui est un juge en chef, je ne sais trop de quoi, un magistrat très important. Alors, lorsqu'il a son diplôme, il est demandé pour aller travailler à Montréal par son beau-frère, le mari de sa sœur, qui est greffier à Montréal. Et puis, pas greffier, excusez-moi, shérif à Montréal. J'espère que j'ai le bon mot, excusez-moi. Bon, excusez, c'est pas grave. En fait, ce sont les personnes qui sont chargées d'exécuter les mandats que le gouverneur émet. Alors, on arrive aux troupes de 36-37. Ils sont là-bas et c'est eux qui doivent produire les mandats, exécuter les mandats. Alors, c'est monsieur... alors, Antoine doit même, à un moment donné, enterrer. Il a comme devoir, lui, d'enterrer un patriote qui a été tué la veille. Puis malheureusement, ce patriote-là a déjà été l'employé, c'est-à-dire il était ici, avant d'aller à Montréal, dans l'école d'agriculture qu'avait fondée Jean-François Perrault. Et puis l'espace qu'occupait cette école-là, c'était la ferme et la maison de Michel Juchereau. Vous savez, Michel, il avait bien développé ici. Il avait son moulin et sa maison de ferme à la rivière aux Pommes. Alors là, sa seigneurie, à côté ils sont juste à côté de l'hôpital général, à l'ouest. Il avait une maison qui pouvait accueillir 50 étudiants.
Alors, il la loue à François Perrault, qui lui engage Amaury Giraud. Amaury Giraud, qui est un Suisse, qui vient pour enseigner l'agriculture. Malheureusement, il y a une épidémie de choléra qui se décide. Et puis, donc, l'école est fermée. Ils ont 10 étudiants. Ils n'ont plus le droit de sortir, mais ils n'ont plus le droit d'accueillir de nouveaux étudiants. Alors, 6 mois après, ils sont obligés de fermer parce que là, à cause de toutes les circonstances, ils n'ont pas d'argent. Et puis, il s'en va à Montréal. Et puis là, il devient un patriote. Il est journaliste aussi, excusez, il est journaliste et puis il fait beaucoup, c'est un homme très instruit, avec beaucoup de charisme. Alors, il épouse une jeune femme là-bas, là, à Verchères, et puis il se joint aux Patriotes. Et puis tout à coup, dans les Patriotes, bien là, on décide, c'est-à-dire qu'il suggère qu'il y ait une armée. Les gens disent très bien, vous allez être le premier général. Alors, évidemment, le gouverneur, qui est un gouverneur anglais, on est en 1837, alors le gouverneur met la police après lui. Et puis, au moment où il vient pour être arrêté, certains disent que c'est la police qui l'a tué. Lui, d'autres disent qu'il s'est lui-même suicidé parce qu'il savait qu'il s'en allait à l'échafaud. Okay. Alors, les deux sont plausibles, mais officiellement, d'après le coroner qui a fait l'analyse du corps le jour même, il se serait suicidé. Et Antoine est appelé à aller l'enterrer le lendemain. Ça lui pose beaucoup de problèmes parce que c'est un hérétique. Et puis, il n'est pas canadien. Il s'est suicidé d'après. Alors, finalement, il décide de l'enterrer dans un terrain vague qui est maintenant sur la côte de la rue Saint-Denis, au coin de Sherbrooke. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas que des patriotes aillent se rejoindre là maintenant. Mais il y a beaucoup d'édifices maintenant bâtis là. Puis, mais ça, c'est toute l'histoire qui est racontée. Alors, c'est une des facettes de Antoine II. D'Antoine III, pardon. Voilà. Alors, vous avez des histoires passionnantes à nous raconter. On va continuer en s'en allant sur le terrain. Je pense qu'on a des belles choses à visiter, puis on terminera dans quelques instants à l'intérieur. Parfait. Alors, première partie de notre visite, c'est ce qu'il y a en arrière. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, on a des gens avec nous autres pour visiter. Hein? On les a gardés. C'est trop le fun. Oui, ben oui. Et puis je vois que M. Blanchet et M. Stewart sont tous les deux très intéressés. Ben oui, ben oui. Alors, je pense que c'est un peu l'image de tous les citoyens de Sainte-Catherine. Oui. Alors ça, c'est une chose unique. Vous devriez en être très fiers. Ben oui. Parce que c'est unique dans le monde. Alors, c'est un séchoir à grains. Alors, il y a eu d'autres séchoirs à grains de construits, mais il n'y en reste aucun parce qu'ils étaient construits en bois. Okay. Alors, c'est la caractéristique des jucherons. C'était des hommes visionnaires. Ce qu'ils faisaient, ils le faisaient pour l'avenir. C'était pas seulement pour eux. Alors, c'est ça que je pense qu'on a droit ils ont droit à notre admiration. Alors, ils ont créé ce séchoir-là à la demande de leur censitaire. Alors, c'est un autre signe, ça aussi, comme quoi on était à l'écoute dans ce temps-là des politiciens. Alors, ils ont fait ce séchoir-là. Et alors, ça consistait à des murs de pierre, comme vous voyez, et à l'intérieur, un poêle qui avait été commandé aux Forges du Saint-Maurice. Et puis, on chauffait le poêle et au-dessus, on avait une grille qui couvre toute la surface de l'intérieur et qui est posée assez haut sur laquelle on versait le grain. Alors, la partie que vous voyez, c'est juste le bas. En haut, il y avait presque aussi haut en bois.
qui ça s'ouvrait, puis on versait le grain là pour le faire sécher. Là, il y avait comme une espèce d'escalier qu'on pouvait monter, c'est ça? D'après ce que je comprends, il y avait ce qu'on appelle un escalier de meunier. Alors, c'est quasiment une échelle, c'est un escalier assez abrupt. Et puis, c'est là, on versait le grain. Et puis, il sortait par l'avant. Et alors, on le ramassait dans des sacs et qu'on conduisait au moulin qui est tout près ici. Vous remarquerez derrière ici, on voit le canal d'eau. Parce qu'on prenait la rivière là-bas et puis on l'amenait pour aller au moulin là-bas. Maintenant, c'est fermé, mais autrefois, ici, c'était ouvert. C'était juste un petit pont qu'on avait. Et puis, étant donné le fait qu'on chauffait du blé, du grain, pardon, parce que ça pouvait être plutôt du grain d'avoine, avec un poêle, vous savez, ça prenait de l'eau tout près, hein? Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait passer derrière le séchoir. C'est encore une façon de vous montrer comme ils étaient ingénieux, qui tiraient profit de tous les espaces à leur disposition. Venir mettre ça ici, puis ils ont créé un réservoir en arrière, ce qui leur assurait toujours la bonne quantité d'eau pour leur moulin, qui pouvait fonctionner, là, j'imagine, jour et nuit. Moi, j'ai deux petites questions à vous poser. Je ne sais pas si mes amis vont en avoir d'autres aussi, mais la première, tantôt, vous nous parliez que vous avez été chanceuse de trouver ça parce que tout était enterré sous terre, là. Eh bien oui. Imaginez-vous que quand la famille Garneau a vendu son terrain, c'est pourtant un homme de grande culture de Québec qui l'a acheté, M. Simon Parent. Et là, il était justement dans les hautes sphères et il a entendu parler du ministère des Affaires culturelles qui venait d'être fondé. Et alors là, on est dans les débuts des années 60. Et il a aussi entendu parler que le premier site à déclarer patrimonial, ce serait le site de Fossambeau. Okay. Alors, après s'être informé, il a su que ce serait à ses dépens, puis que là, ça mettrait beaucoup, ça limiterait ses désirs de développer la place, parce qu'il devrait conserver les choses en état. Okay. Alors, à ce moment-là, je pense bien qu'il a évalué les coûts, puis là, il a décidé que c'était mieux que ça ne soit plus intéressant. On enterre. On enterre. Alors, il a ici là, enterré ça, puis en bas, dans le moulin, dans son journal personnel que j'ai eu dans mes mains, il écrit pendant 3 jours. Ça fait 3 jours que le bulldozer est là, puis ils n'arrivent pas à acheter à terre le moulin. Ah, oui. Alors, c'est pour vous dire comme c'était solide. Bien oui, ça a 4 pieds d'épais, les murs en pierre de granit. Alors, c'est dommage, mais... Et vous, c'est par un hasard que vous avez découvert ça? C'est quelqu'un qui vous a dit que vous aviez un trésor sur votre terrain? Oui. Alors, c'est quelqu'un qui s'est dévoué pour le patrimoine, notre patrimoine immobilier de Québec. C'est le maçon Ouellet. Okay. Alors, il est venu ici pour faire certains travaux. Et puis là, il m'a dit, vous savez, vous avez un monument en arrière ici, puis ça mériterait d'être relevé parce que c'est le seul qui existe. Lui, il avait fait certains travaux sur la rive nord et puis il a fait, entre autres, la gare du Palais. C'est lui qui a tout fait, la restauration de la gare du Palais. Alors, je l'ai cru. Et puis, je lui ai donné le contrat. Et quand vous avez déterré toute cette infrastructure-là, bien, c'est sûr que c'était pas dans cet état-là. Là. Il a fallu retrouver des roches. Hein, oui, mais heureusement, ici, toutes les roches étaient restées autour parce qu'elles avaient été enterrées. C'est pas le sort qui est arrivé au moulin. Au moulin, comme les pierres étaient toutes à terre, bien, elles ont été prises. Et puis, elles ont été utilisées pour bâtir la petite remise, pour bâtir le tour de la piscine, pour bâtir le solarium, le solage du solarium, alors pour faire une terrasse. Alors, évidemment, quand on est revenu quand j'ai voulu relever les ruines, bien, écoutez, il nous restait à peu près la moitié du matériel. Puis l'autre chose que je voulais que vous nous jasiez, c'est la sorte de grain. C'était surtout de l'avoine qu'on faisait ici, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de blé aussi. Okay. Alors, dans son moulin, il avait trois moulanges qu'on appelle. Une moulange, c'est toujours une meule dormante et puis une qui tourne. Alors, vous les verrez d'ailleurs dans la terrasse, là, oui. Pourra parce qu'elles ont été conservées dans la terrasse. Alors, il y avait 4, mais en fait, à l'intérieur, il y avait 3 moulanges. Et puis, probablement pour le blé, puis une autre pour l'avoine. Et puis, il y a un archéologue qui m'a fait une recherche sur le moulin. Il me disait que 2 des meules doivent être plutôt pour la graine de lin. Alors, on aurait écrasé la graine de lin pour avoir l'huile.
Alors, Vous en avez pour tous les goûts? oui, c'est ça. Alors, vous savez, faire de la recherche, c'est ça. C'est toujours de découverte en découverte et très souvent, la dernière découverte démentit la découverte précédente. Alors, je ne sais pas, là, à un moment donné, quand on veut écrire un livre, je vous dis, à un moment donné, il faut se dire, là, je ferme les yeux, puis je ferme tout, puis j'écris ce que je sais. On se garde ça pour l'intérieur, les recherches puis le livre. Là. Fait qu'on va aller voir le moulin, puis après ça, on va aller voir l'intérieur qui est extraordinaire. Bien, merci, on y va. Alors, même les gens de la Société du patrimoine, je pense qu'ils n'ont jamais vu ça ici. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, peut-être M. Denis, hein, mais... On nous a déjà invités, on est déjà venus faire des activités ici. Là. OK. Mais c'est de toute beauté. Hein. Je peux vous dire, ça, c'est un trésor. On se croirait en Europe dans une ruine à quelque part qui était bombardée durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a vraiment l'air de ça. Oui. Expliquez-nous un petit peu où on est. Bien là, on est à l'intérieur du moulin banal. Alors, on l'appelle banal parce que c'est un moulin que le Seigneur était forcé d'avoir pour mettre à la disposition de tout le monde. Okay. Alors, les gens venaient ici. Et puis, donc, il avait un meunier en permanence avec sa femme et ses enfants. Alors ici, nous sommes dans les appartements du meunier. Il était même logé sur 2 étages ici. Alors, c'était, dans ce temps-là, c'était un grand luxe. Ça, c'est peut-être la façon où on sortait, où on rentrait le grain. Oui, c'est ça. Hein, mais, ou les sacs de farine, ou plutôt ça, là. Et, mais ici, on voit, l'âtre. Oui, c'est ça, le foyer. Avec, si vous regardez, on voit jusqu'en haut. Fait qu'on voit qu'il y avait le tuyau de cheminée, là. Alors, donc, c'est le tuyau du poêle. Fait que c'est pour ça qu'on voit qu'il vraiment, il gardait ici, là, c'est la famille. Il existait le 2e étage. Oui, c'est ça. On le voit d'ailleurs, il y a une petite une encoche, là. Oui, c'est ça. Oui. Alors, bien, en tout, il faisait 4 étages. Ah oui? Oui. Alors, on verra tantôt sur la peinture qu'a fait Saint-Denis Garneau, merci. Ouais. Saint-Denis Garneau a peint le moulin avant qu'on s'attaque à lui. Ouais. Alors, il y a la même chose là-bas. Oui. Oui. Alors là, ça, je pense, je ne sais pas exactement quel était l'usage. Okay. Alors, c'est ici qu'étaient les meules dont je vous ai parlé tantôt. Alors, elles étaient les unes à côté des autres, bien, à partir de là. Alors, ensuite de ça, il y avait la grande roue. La grande roue pose un problème parce que elle est dans le dernier petit compartiment, on devrait être là, puis à l'extérieur, on voit l'endroit où coulait l'eau. Parce que je vous ai expliqué tantôt que l'eau arrivait d'en haut, tombait sur la roue à godet, et puis, alors, ça venait faire tourner, actionner excusez, les meules, puis elles ressortaient. Okay. Alors, ce qui arrive, c'est que quand Saint-Denis fait sa peinture, il met la roue à l'extérieur. Okay. Alors, on peut voir que le moulin est bâti, voyez-vous, en 47. Non, ça, c'est le manoir. Le moulin est bâti en 43, quelques années avant. Et puis, mais il est réparé en 71. Alors, Antoine envoie son fils Édouard, qui a seulement 22 ans, surveiller les travaux. Alors, on a une correspondance entre lui et son père. Alors, c'est assez intéressant. Puis, il dit que ça avance pas vite. Alors, à ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là qu'on change la grande roue. On la met beaucoup plus grande. Alors, peut-être qu'ils ont été obligés de la mettre à l'extérieur. Comment était-elle protégée à ce moment-là, je ne le sais pas. Mais quand Saint-Denis fait sa peinture, la roue est à l'extérieur. Okay. Puis j'aimerais vous faire remarquer aussi, il y a encore des morceaux de bois dans les murs aussi. Ça devait être c'est le plancher de l'autre étage. Les madriers, hein? Les madriers qui servaient pour tenir le plancher. Oui. C'est ça, OK. Oui. Ça vous donne une idée de la hauteur des étages. Oui. Parce que, voyez-vous, vous avez les meules ici, là, mais
Je m'excuse, hein, je ne connais pas ça du tout. C'est pas grave. Le moulin, j'ai été en visiter quelques-uns, mais comme à Saint-Roch-des-Aunais, mais je n'ai pas retenu là, comment ça fonctionnait. Mais ce qui est certain, c'est qu'ici, il y avait 4 étages, puis en haut, ça sert de grenier. Alors, il range là, parce que comme je vous disais tantôt, c'est le Seigneur qui va prendre les sacs de farine à un moment donné, puis qui va les expédier sur le marché quand c'est le temps. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient organisés pour les engranger. Alors, c'est une construction énorme, hein, qui a 50 pieds, je crois, par 35 ou 40. Alors, c'était avec des murs, comme vous voyez, très... Puis, ce qui fait dire... l'archéologue disait qu'il y a probablement, pour soutenir de tels murs, il doit y avoir 6 pieds de solage en dessous, avec des murs d'au moins 3 pieds de large, sinon 4. Il disait aussi que vous pourriez faire des fouilles, ça serait très productif. Bien, il pense que oui, qu'on retrouverait beaucoup de choses. Parce que c'est... Mais vous en avez retrouvé beaucoup, par exemple. Je pense que la prochaine étape, c'est ça qu'on va voir. Hein? Oui, bien, j'ai ramassé des choses. On m'a donné des conseils. On a dit, quand il pleut, allez vous promener. Vous allez voir des morceaux qui ressortent après la pluie. Et effectivement, je pense que j'ai tout collecté après une pluie. Bon, ben, on va aller voir vos petits trésors. Merci. Alors, on termine cette magnifique visite, Madame Dick, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez ici à l'intérieur. Vous avez ramassé des choses. On en parlait un petit peu tantôt avec la pluie. Il y a des choses qui ressortent, tout ça. Vous avez plein d'artefacts qui sont magnifiques. Des bouts de poils, des bouts de fonte. Expliquez-nous ça un petit peu. Oui, alors lorsque les maçons ont commencé à faire les rénovations, les restaurations, alors évidemment, je leur avais demandé, hein, de me rapporter tout ce qu'on découvrirait, parce que ce qu'on a découvert est toujours très, très rouillé. Ouais. Alors, c'était facile pour eux de ne pas les voir même dans la terre. Alors, c'est pour ça qu'ils ils ont bien collaboré. Ils m'ont appelé, ils m'ont apporté beaucoup de choses. J'en ai fait réparer une petite partie. Parce que, évidemment, c'est très coûteux, premièrement, parce que chaque pièce doit être nettoyée puis traitée avec des acides, puis ensuite de ça. Alors, ensuite de ça, donc, les personnes qui connaissent comment traiter ces choses-là ne sont pas nombreuses non plus. Alors, c'est difficile d'avoir leur service pour une entreprise privée. Parce qu'évidemment, la plupart d'entre eux sont déjà occupés, mais c'est surtout les gouvernements qui les embauchent. Alors, j'ai quand même eu M. Montreuil, Gaétan Montreuil, qui a été... Gaétan, c'est pas Gaétan, je m'excuse, mais en tout cas Montreuil, M. Montreuil va se reconnaître, qui m'a fait beaucoup de restauration. Et puis, alors, comme vous dites, on a des pièces qui viennent du manoir, d'autres du séchoir, et puis d'autres qui ont été trouvées sur le champ. Alors, on a un soc. Donc, ça montre que le meunier, on sait que le meunier, en même temps, gardait un potager pour lui. Mais aussi, il avait un cultivateur qui lui gardait qui cultivait des légumes et toutes sortes de choses. On a ici, devant le manoir maintenant, ça, c'est du bois, mais autrefois, c'était des champs. Alors, j'ai une photo au début du siècle, de l'autre siècle, qui nous montre des vaches et puis des chevaux. Et d'ailleurs, quand il va décéder, quand Michel va décéder, non pas Michel, excusez,
Bon, non, je me trompe là, excusez-moi. Michel va avoir, on va faire l'inventaire de sa maison, mais sa maison est à ce moment-là, sa maison de ferme est à la Rivière-aux-Pommes. Parce que c'est seulement que c'est Antoine, son fils, qui bâtira ici. Vous avez, entre autres, beaucoup de poêles de fonte de Forgerie Saint-Maurice, hein, ce qui est très réputé. Oui, c'est ça, oui. J'ai un beau poêle qui vient des Forges du Saint-Maurice. Alors, on peut voir par le patron. Alors, tous les 2 ou 3 ans, ils changeaient la décoration de leur poêle. OK. Alors, ici, on a une décoration grecque avec 2 vestales, avec, dans leurs vêtements avec des péplums. Et puis, on a aussi le motif grec là, qui fait tout le tour des portes. OK. Donc, vous avez aussi des petites pièces sur la table, hein. Il y a beaucoup de petites choses aussi que vous avez trouvées qui sont fort intéressantes. Oui, que j'ai aussi fait identifier. Alors, on a toutes sortes de la porcelaine fine, de la porcelaine, d'autres sortes de terre. Et puis, on a ce qu'on appelait aussi la fameuse terre de Portneuf, là. Alors, chaque chose a été identifiée. Et puis, ça nous permet de voir que, en plus des chaudrons probablement ou des vases dont on se servait directement sur le feu, que aussi il y a la porcelaine dont on se servait là, pour manger.